Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va corriger ensemble un cas pratique relatif à la description et à l'évaluation du système de contrôle interne d'une entreprise. Il s'agit du cas de la société Best Bureau. Donc, vous avez certainement le cas sous les yeux. Eh bien, je vais lire le cas rapidement. Société Best Bureau située à Casa, elle a pour objet la commercialisation de matériel informatique fabriqué en Belgique par un constructeur sous licence d'IBM. Son chiffre d'affaires il est de 50 millions de dirhams, réalisé pour une majeure partie avec une vingtaine de distributeurs de micro-informatique installés à Casablanca, Rabat, Fès, etc. Vous êtes consulté pour formuler des améliorations du système de contrôle interne de la société. Donc voilà le premier objectif. On va améliorer, formuler des améliorations. Ça veut dire apporter un diagnostic. Dire est-ce que le système il est bon ou il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, quels sont les risques, quels sont les soucis, quels sont les problèmes. Et puis on vous dit votre visite à la société vous a permis de relever les procédures suivantes pour la prise des commandes et leur livraison aux distributeurs de la société qui sont installés dans les villes du royaume. Donc à travers la lecture de ce premier paragraphe, il faut d'abord retracer comment fonctionne l'entreprise ou quelle est la nature de son activité. Déjà, l'entreprise, c'est une entreprise qui a pour objet la commercialisation. Ça veut dire qu'il s'agit d'une entreprise commerciale. Elle achète des marchandises et elle les revend en l'état. Il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas de transformation, etc. Et ce n'est pas une société industrielle, c'est une société purement commerciale. Elle achète quoi? Quel est le type ou la nature de ces marchandises? Il s'agit de matériel informatique. Très bien. Ces matériels informatiques qui sont fabriqués en Belgique par un constructeur sous licence d'IBM. Donc, c'est la source ou l'achat de ces matériels informatiques ou l'achat de ces marchandises se fait auprès d'un fournisseur qui se trouve en Belgique. Très bien. Son chiffre d'affaires, il est réalisé pour une majeure partie avec une vingtaine de distributeurs. Quand on vous dit chiffre d'affaires égale vente. Quand on parle de chiffre d'affaires, ça signifie les ventes de l'entreprise. Eh bien, on vous dit son chiffre d'affaires, il est réalisé pour une majeure partie avec qui? Ça veut dire les ventes se font à quel type de client? Eh bien, il s'agit d'une vingtaine de distributeurs. Ces distributeurs de micro-informatique qui sont installés dans diverses villes du royaume. Il y a Casa, Rabat, Fès, Marrakech, etc. Donc, le fournisseur, il est en Belgique. Les clients, c'est des distributeurs installés partout au Maroc. Vous êtes donc vous êtes consulté pour justement relever ou formuler des améliorations du système de contrôle interne de la société et votre visite à la société vous a permis de relever les procédures suivantes pour la prise de commande et leur livraison aux distributeurs de la société. Donc, ces procédures qu'on va devoir voir ensemble, il s'agit de ce qu'on appelle les narratifs. Ça veut dire qu'on a certainement eu des entretiens avec les responsables au niveau de l'entreprise qui nous ont décrit verbalement comment fonctionnait l'entreprise et comment se déroulait la procédure de prise de commande et la procédure de facturation. Et au moment de l'entretien, l'auditeur prend des notes. Et ça nous a amené à relever ces narratifs qu'on va devoir lire ensemble. Remarquez bien, pour comprendre le déroulement de l'activité vente au niveau de cette entreprise, eh bien, on démarre de la société Best Bureau. Ses premiers clients, c'est les distributeurs. Et les distributeurs, à leur tour, vendent au client final. C'est ça le cheminement de la vente. Société Best Bureau, elle joue le rôle de grossiste. Les distributeurs jouent le rôle de détaillant. Et puis, on arrive au client final. Donc, remarquez bien, chaque fois que j'utilise un marqueur jaune, ça signifie une tâche. Chaque fois que j'utilise un marqueur bleu, ça signifie qu'il s'agit d'un document ou d'un fichier. Et chaque fois que j'utilise la police du texte en rouge, ça signifie qu'il s'agit d'une faiblesse.
Eh bien, un employé, M. Treki, est chargé de saisir les commandes sur une liasse prénumérotée auto-reproductrice. On va voir le cheminement où partent les exemplaires du bon de commande. Un exemplaire, donc le premier, un exemplaire est adressé à M. Hanin, magasinier, pour qu'il prépare la commande et tienne ses stocks à jour. Donc le premier exemplaire, il est adressé au magasinier. Ce magasinier, M. Hanin, n'établit pas de bon de livraison pour les éléments sortis. Donc bien sûr, le bon de commande, on va le transmettre au magasinier qui est chargé des stocks. C'est lui qui va préparer justement la commande du client pour la livraison. Donc le magasinier, il prépare la commande, il tient à jour ses stocks, ça veut dire il met à jour. S'il a un stock de 100, il fait la livraison de 20, eh bien c'est 100 moins 20, il doit mettre à jour le stock et dire qu'il ne lui reste que 80, donc marchandises ou 80 matériels informatiques de type X. Donc ce monsieur, on vous dit qu'il n'établit pas de bon de livraison pour les éléments sortis. Ça veut dire que une fois qu'il prépare la commande, il la donne pour l'envoyer à la livraison. Donc faites attention, donc vous remarquez bien que le bon de livraison qui n'est pas établi, c'est un problème. Il n'y a pas de pièce justificative qu'il y a eu vraiment livraison du matériel informatique à tel client. Deuxième exemplaire, un exemplaire pour Madame Louardi, chef comptable pour l'enregistrement comptable. C'est simple, le deuxième exemplaire, eh bien Monsieur Treki, le deuxième exemplaire, il part de chez Monsieur Treki et il arrive chez le chef comptable pour l'enregistrement comptable. Donc, le chef comptable, il n'effectue que la comptabilisation du bon de commande. Faites attention. Le chef comptable, il fait l'enregistrement sur la base de quoi? Du bon de commande. Troisième exemplaire, eh bien on vous dit deux exemplaires, ça veut dire le troisième et le quatrième, qui seront remis au transporteur, dont un est conservé par le distributeur régional et un autre retourné et signé par ce dernier à M. Treki au siège à Casablanca. Donc, le troisième exemplaire, il est remis au transporteur. C'est lui qui va être chargé de livrer le matériel de chez l'entreprise Best Bureau jusqu'au distributeur à la ville X. Eh bien, le transporteur, il va donner un exemplaire au distributeur, ça veut dire au client final. Et un deuxième exemplaire va être retourné et signé par le client, par ce dernier, c'est le distributeur. D'accord? La dernière personne dont on parle, c'est le distributeur régional. Donc, le quatrième exemplaire, une fois signé par le client, il va retourner directement chez M. Treki, rappelez-vous, qui était au moment de la prise de commande. On arrive au cinquième exemplaire, qui est conservé par M. Treki pour archivage. Bien sûr, il établit 5 exemplaires, il dispatche, ou il envoie, ou il partage 4 exemplaires, il garde le cinquième pour lui, pour archivage. Lors de la prise des commandes, M. Treki vérifie que le produit commandé existe bien en stock. Là, c'est une autre information qui se rajoute à la première phrase qui a été citée dans la procédure prise de commande. On vous communique une autre information pour vous dire que M. Treki vérifie que le produit commandé existe bien en stock. Ça signifie qu'il fait ça une fois qu'il a établi les exemplaires. Il va vérifier est-ce qu'il y a la marchandise en stock. Parce que si, dans le cas contraire, si la marchandise commandée n'existe pas en stock, dans le cas contraire, une procédure de réassortiment, ça veut dire alimentation du stock, ça veut dire rachat, qui n'appelle pas de remarques particulières, est lancée auprès du fournisseur belge. Donc, une fois qu'il a pris la commande, il établit les 5 exemplaires et au même moment, il va faire une vérification. Stock, est-ce qu'il existe? Suffisant? OK. Si le stock n'est pas suffisant, eh bien, je fais un rachat auprès du fournisseur belge. Deuxième
partie de la procédure décrite, c'est la facturation. Les factures sont établies par les distributeurs selon une grille des prix et des délais de crédit prédéfinis. Donc, là, on passe chez les distributeurs pour décrire que les distributeurs établissent les factures selon une grille des prix et des délais de crédit. Ça veut dire qu'il y a déjà un fichier qui reprend la liste des clients, les tarifs appliqués par client, les délais à accorder donc pour les ventes à crédit, etc. Donc, ces factures sont établies en 2 exemplaires. Donc là, on est passé chez les distributeurs. D'accord? On n'est plus chez la société, on est chez les distributeurs. Les distributeurs, pour pouvoir vendre au client final, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font l'établissement de 2 exemplaires de la facture, en prenant compte un fichier prédéfini qui reprend les tarifs, les délais, etc. Un exemplaire de la facture est adressé au client, un autre est renvoyé à la société dont le siège est situé à Casablanca. Donc, les distributeurs, quand ils établissent les 2 exemplaires, eh bien, un exemplaire, il est donné au client direct et la procédure, elle est finie. Un autre exemplaire de la facture, il est renvoyé à la société dont le siège est situé à Casablanca. La société Best Bureau, en liaison avec un organisme d'analyse financière, a déterminé pour chaque client un plafond de créances qu'il convient de ne pas dépasser. Le directeur financier, M. Haddadi, détient cette liste. Donc, le directeur financier, au niveau de la direction financière, il y a un certain M. Haddadi qui détient une liste qui reprend pour chaque client le plafond de créances qu'il convient de ne pas dépasser. Cette liste, elle est régulièrement mise à jour, c'est bien, mais non M. Treki chargé des prises de commande. Donc, cette liste qui reprend la liste des clients avec le plafond de créance, ça veut dire pour chaque client, ce fichier de clients reprend les clients par catégorie. Ça veut dire quels sont les clients qui paient à temps, quels sont les clients qui paient en retard. Donc, autrement dit, comptablement parlant, les clients douteux, les clients litigieux, les clients peut-être insolvables, d'accord? Ça, c'est bien. Ce fichier, l'établissement ou la tenue de ce fichier, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Mais on vous dit que c'est le directeur financier qui détient cette liste et non pas M. Treki qui prend les commandes au départ. Ça veut dire, ça signifie quoi? Qu'il y a un risque que M. Treki prenne une commande et qu'on fasse tout le processus et qu'on arrive à la fin et on détecte que le client est insolvable. Il fallait même pas le livrer. D'accord? Donc là, c'était une lecture analytique ou critique plutôt de la procédure décrite par l'entreprise. Travail à faire. Premièrement, on vous demande de schématiser par des flowcharts les procédures suivies pour la prise et la livraison des commandes. Deuxième question, déterminer 3 principales faiblesses du système de contrôle interne. Troisième, préciser les risques probables et formuler les recommandations pour améliorer le système de contrôle interne. Quand on parle de faiblesse, automatiquement, faiblesse égale risque. La faiblesse, c'est le risque, justement. Quel est le problème? D'accord? Quel est le risque auquel l'entreprise est exposée? Et bien évidemment, qui dit risque, il y a moyen de l'éviter par le biais de recommandations ou d'améliorations. C'est ce qu'on va devoir faire ensemble. Donc, si vous remarquez bien, là, j'ai raisonné en termes de tableau juste pour vous expliquer. On vous demande de schématiser par flowchart. Donc, je rappelle, un petit rappel rapide concernant les flowcharts. Donc, flowchart, c'est un outil qui permet la description du système de contrôle interne de l'entreprise. Autrement dit, les flowcharts ou les diagrammes de circulation, ça s'appelle aussi des diagrammes de circulation. Donc, c'est un outil qui permet la description des procédures dans une entreprise. Quand je dis diagramme de circulation, circuler, ça signifie qu'il y a une circulation d'opérations, circulation de documents. C'est ce qu'on appelle les procédures ou les processus. Donc, petit rappel, juste pour information, il y a des signes qui sont communément admis pour justement tracer ce diagramme ou ce qu'on appelle aussi les flowcharts.
Donc, regardez, pour un classement définitif ou un classement provisoire, on retient les triangles. Pour traduire un fichier ou un registre, on retient le rectangle, comme ça, verticalement. Quand il s'agit d'une bande magnétique, on retient cette forme, disque magnétique. Quand il s'agit de traitement ou d'opération, un simple rectangle horizontal. Quand il s'agit d'un document, création d'un document, d'une pièce justificative, on retient cette forme. Et bien sûr, selon les exemplaires établis, on multiplie donc cette forme. Là, il y a 3, ça signifie qu'il y a 3 exemplaires d'un document précis. Ceci signifie le point de départ d'un circuit placé au-dessus d'un document initial. Donc, on démarre par ce signe. Renvoi à une autre page, à un symbole, on utilise ça. Alternative de décision. Donc, quand on veut décider, prendre une décision, on retient ce losange. Le cercle renvoie en bas de page. Et là, c'est des traits, traitement à distance, circulation physique d'un document. On utilise ce signe avec une petite flèche au milieu. Sortie du circuit. Quand on arrête et à la fin du processus, on utilise cette forme. Un trait avec un petit trait vertical pour traduire la fin ou l'achèvement de la procédure ou du processus. Ça, c'était un petit rappel. Donc, je reviens à mon cas. Je démarre par le téléphone des distributeurs, qui sont les clients de l'entreprise. Le téléphone au moment de la prise de commande par M. Treki. Téléphone des distributeurs, ça nous amène à quoi? Eh bien, M. Treki vérifie les stocks. Rappelez-vous la dernière information, à la fin de la procédure de prise de commande, M. Treki vérifie les stocks. Cette vérification, donc, qui se traduit par ce signe, on a dit une décision. Pourquoi on va utiliser ce losange pour une décision? Tout simplement pour voir est-ce que le stock il est suffisant ou est-ce que le stock il est insuffisant. Si le stock il est insuffisant, ça veut dire qu'il n'y a pas la commande au sein de l'entreprise, il va y avoir un lancement d'achat auprès du fournisseur belge. Et regardez, j'ai utilisé le signe de sortie ou la fin du processus parce que ça s'arrête là. Lancement d'achat auprès du fournisseur belge. Si le stock il est suffisant, eh bien à ce moment-là, M. Treki va établir 5 exemplaires du bon de commande. Ces bons de commande, on va les dispatcher donc à travers les différents intervenants. Premier exemplaire, il est remis au magasinier, M. Hanin. Qu'est-ce qu'il fait avec le bon de commande? Tout simplement, il va préparer la commande. D'accord? Et puis, il va mettre à jour ses stocks. Une fois qu'il a préparé la commande, il met à jour les stocks. Ensuite, le deuxième exemplaire, M. Treki va l'envoyer à qui? Au chef comptable, Mme Wardi, qui va utiliser le bon de commande pour l'enregistrement comptable. Remarquez, chaque fois que je parle d'une opération, je traduis une opération, une activité, j'utilise le rectangle. Préparation, mise à jour, enregistrement. Ensuite, on vous dit qu'un autre exemplaire est gardé par M. Treki pour archivage. L'archivage, ça signifie ce triangle. Il garde ça en archive. Très bien. On arrive au service expédition, ou le service qui est chargé du transport. Expédition, c'est le transport. Eh bien, 2 bons de commande sont adressés, justement, regardez, 2 vont être adressés au service expédition. Le service expédition ou le transporteur, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 2 bons de commande? Un bon de commande va être signé par le client et retourné à M. Treki pour archivage. Un deuxième bon de commande va être
conservé par le distributeur. On passe à un autre intervenant, service, facturation chez le distributeur. Donc, je répète, deux bons de commande pris par le transporteur, qui est le service expédition. Un exemplaire, il est conservé par le distributeur. Un autre exemplaire, il va être signé et retourné immédiatement au siège, c'est-à-dire pour l'archive chez Monsieur Treki. Le distributeur, une fois qu'il a le bon de commande, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il établit 2 exemplaires de la facture. Une facture est donnée au client et on finit le processus. Une autre facture, une autre copie, elle est adressée retour au siège. Et nous arrivons à la direction financière qui est le dernier intervenant. La direction financière qui est Monsieur Haddadi, eh bien on vous dit qu'il détient une liste ou un fichier qui reprend la liste des clients et les critères à observer pour accepter tel ou tel client. Ce fichier, il est mis à jour régulièrement par Monsieur Haddadi. Donc regardez, entre la direction financière et les autres intervenants, il n'y a pas de lien. D'accord? Le directeur financier travaille à part, à l'écart des autres intervenants. Donc voilà un flowchart ou ce qu'on appelle aussi un diagramme vertical. Il est vertical parce qu'on a retenu les intervenants verticalement et la schématisation des procédures se fait de manière verticale, de haut en bas. On peut très bien retenir un diagramme horizontal où on va avoir les intervenants horizontalement et puis en colonne, et puis je vais avoir la description graphique horizontale. Vous avez le choix. Donc après cette représentation, vous pouvez donc essayer, vous entraîner à établir le même diagramme, mais un diagramme horizontal au lieu d'un diagramme vertical de la procédure liée aux ventes de cette entreprise. Deuxième question, on vous dit déterminer 3 principales faiblesses du système de contrôle interne. Rappelez-vous, au moment où on faisait la lecture du cas, on a relevé quand même certaines faiblesses et on a fait plus ou moins un diagnostic du système de contrôle interne du cycle vente lié à cette entreprise. Première faiblesse, eh bien, il y a une acceptation de toutes les commandes par M. Treki, qui est communiquée, bien sûr, ces commandes sont communiquées par les distributeurs régionaux sans consultation du fichier détenu par M. Haddadi, le directeur financier. Rappelez-vous, on l'avait dit en dernier, ce fichier il est important parce qu'il va nous permettre d'éviter des clients insolvables, d'éviter des créances irrécouvrables. Eh bien, il fallait d'abord vérifier le fichier avant d'accepter une commande par M. Treki. Donc, donc l'acceptation elle se fait sans revenir au fichier établi par la direction financière. Eh bien, le risque, l'absence de consultation peut engendrer des insolvabilités. Recommandation, bien sûr. Quand je dis recommandation, ça va être tout simplement l'inverse. Eh bien, il faut qu'il y ait une validation par la direction financière après consultation du fichier des clients détenus par M. Haddadi, tout simplement. Deuxième faiblesse, le lancement d'achat par M. Treki chargé des réceptions des commandes sans validation préalable. Donc, dès qu'il reçoit la commande par téléphone, il commence à lancer son bon de commande, alors qu'il ne devrait pas cumuler ces 2 fonctions. Il faut que la décision d'acceptation d'une commande soit validée par une autorité compétente ou une personne différente. Le risque, c'est quoi? C'est que les achats doivent être soumis à une approbation, donc ils ne sont pas soumis à une approbation, et ça entrave la séparation des tâches. Et ça me ramène à vous faire un petit rappel sur la séparation des tâches au niveau du système de contrôle interne
pour mieux analyser ou diagnostiquer, apprécier ou évaluer. Donc ça, c'est des synonymes. Quand on parle de diagnostic, d'évaluation, d'appréciation, ça signifie la même chose. Ça veut dire détecter les forces et les faiblesses et apporter des solutions. Donc, quand on parle d'évaluation du système de contrôle interne, il ne faut pas oublier, il faut absolument penser à la notion de séparation des tâches. Eh bien, la séparation des tâches, ça signifie qu'il y a 4 tâches ou 4 fonctions qu'il ne faut absolument pas cumuler. Je m'explique. Il y a 4 fonctions dans toute entreprise, 4 principales fonctions qu'il faut connaître par cœur. Il y a la fonction de décision, il y a la fonction de détention, il y a la fonction d'enregistrement et il y a la fonction de contrôle. La fonction de décision, c'est tout ce qui est choix du fournisseur, choix des clients, négociation des prix avec les fournisseurs. Donc ça, c'est des tâches de prise de décision, ce qu'on appelle la fonction de décision. On a la fonction de détention, ça vient de détenir. On a 2 types de détention. Soit la détention d'argent, exemple, le caissier ou le trésorier de l'entreprise, il détient l'échiquier dans un coffre, il détient de l'espèce dans un tiroir ou dans une caisse, donc il fait une fonction de détention. Et on a le détenteur de biens, la détention de biens. C'est le cas du magasinier qui est chargé du stock, eh bien il détient justement les stocks. C'est une fonction de détention. Troisième fonction, la fonction d'enregistrement, c'est tout ce qui est saisie et enregistrement comptable, par exemple, saisie des commandes sur un logiciel ou sur un système ou sur une liasse. Et puis finalement, la fonction de contrôle, c'est tout ce qui est vérification et audit. Je reviens à notre cas. On a dit la deuxième faiblesse. Remarquez bien au niveau du diagramme, quand le stock il est insuffisant, qu'est-ce qu'il fait M. Traqi? Immédiatement, il lance l'achat auprès du fournisseur belge, sans prendre l'accord de quiconque. Et ça, c'est une faiblesse. Parce que M. Traqi, quand il fait cette tâche ou cette activité, il est en train de cumuler 2 tâches incompatibles. Il n'y a pas de séparation de tâches chez M. Traqi. Quelle est la nature des tâches ou des fonctions que cumule M. Traqi? Rappelez-vous, il fait la saisie des commandes, c'est de l'enregistrement, c'est une fonction d'enregistrement, et en même temps, il prend la décision de lancer l'achat auprès du fournisseur belge. C'est une fonction de décision. Donc, ce cumul de tâches va nous amener à un risque pour l'entreprise. Chaque fois qu'il n'y a pas de séparation de tâches au niveau des procédures dans une entreprise, ça engendre généralement des risques de fraude, des risques d'erreur, risques de manipulation, parce que la personne qui cumule plusieurs tâches, elle va devoir probablement faire des actes frauduleux en sa faveur. Donc tout simplement la recommandation, ça serait que M. Traqi peut établir un banc d'achat et consulter la direction générale de l'entreprise pour justement valider le lancement de l'achat ou de la commande auprès du fournisseur belge. Troisième faiblesse, c'est la réception des commandes par téléphone, tout simplement. Quand on reçoit une commande par téléphone, il n'y a pas de trace. Le risque, c'est qu'il n'y a pas de trace. Et puis on peut probablement au téléphone entendre une référence. Remarquez bien dans notre exemple, il s'agit de la commercialisation de matériel informatique. Vous savez très bien que les matériels informatiques sont souvent codés par des références complexes. Donc on peut très bien mal entendre au téléphone un article spécifique. Eh bien ça va engendrer des litiges avec les clients qui passent les commandes. On m'a commandé un IBM i5, moi j'ai entendu i7 au téléphone. Donc ça, c'est un problème. Je vais lancer une commande qui ne correspond pas à la commande réelle du client.
Donc, risque de non-respect des articles commandés parce que l'oral au téléphone peut engendrer plusieurs litiges entre les clients, les distributeurs et le siège. La recommandation, tout simplement, l'enregistrement des commandes reçues par téléphone ou après le téléphone peuvent être suivis par un autre moyen comme un email, un fax, un courrier, bref, un message écrit qui retrace la prise de commande. On vous a demandé uniquement 3 faiblesses au niveau du cas, mais moi je vais vous citer d'autres faiblesses, 3 autres faiblesses au niveau du même cas. Quatrième faiblesse qu'on peut relever, c'est le bon de livraison qui n'est pas établi par M. Hani, le magasinier. Rappelez-vous, le magasinier, dès qu'il reçoit le bon de commande de chez M. Treki, il prépare la commande, il met à jour son stock, livraison directe. Il n'établit pas un bon de livraison. Et ça, c'est une grande faiblesse. C'est quoi le risque? Eh bien, manque de traçabilité et manque de pièces justificatives pour contrôler les stocks. C'est vrai qu'il va mettre à jour sur son fichier, mais il n'y a pas la preuve qu'il y a bien eu lieu une sortie au niveau du stock. Donc, la recommandation, tout simplement, établir des bons de livraison. Nous arrivons à une 5e faiblesse. Regardez bien au niveau des distributeurs qui établissent les factures en 2 exemplaires. Aucun exemplaire n'est archivé par les distributeurs. Un exemplaire de la facture est envoyé au client et un deuxième exemplaire, il est retourné au siège et les distributeurs ne gardent aucun exemplaire de la facture. Donc, risque éventuel, c'est que pas de facture signifie manque de traçabilité. Parce qu'il faut toujours se mettre dans la situation où il y a un litige, un conflit entre les intervenants. Le client peut dire « moi, je n'ai pas reçu de facture ». Le siège peut affirmer qu'il n'a pas reçu la facture également. Eh bien, les distributeurs doivent au moins garder une copie ou un exemplaire de la facture. Donc, la recommandation, ça serait que les distributeurs gardent en archive une copie des factures qu'ils établissent. 6e et dernière faiblesse qu'on peut relever, c'est la comptabilisation de la vente à partir du bon de commande reçu par Madame Wardi. Rappelez-vous, Madame Wardi, chef comptable, elle reçoit une copie du bon de commande et elle fait l'enregistrement comptable direct. Maintenant, je vous pose une question. En comptabilité, pour comptabiliser une vente, quelle est la pièce justificative? Bien sûr, la pièce justificative est la facture et non pas le bon de commande. Pourquoi? Tout simplement, on peut avoir une facture qui ne correspond pas avec le bon de commande. Je vous donne un exemple. Imaginez que je commande 200 ordinateurs. Au moment où je lance le bon de commande, il est validé, aucun problème. J'arrive à la livraison, je détecte que je n'ai que 100 ordinateurs, la moitié. Et je vais livrer le client la moitié de sa commande. La facture que je vais établir au client, elle ne va comprendre que 100 ordinateurs. Donc, vous remarquez que le bon de commande qui était de 200 ordinateurs est différent de la facture qui ne comprend que 100 ordinateurs réellement livrés. Donc, la comptabilisation doit se faire sur la base de la facture et non pas du bon de commande. Donc, le risque, c'est que le bon de commande, tout simplement, n'est pas la pièce justificative comptable, il n'est même pas accepté en comptabilité, risque de non-conformité entre le bon de commande et la facture. Recommandation, un bon de commande peut entraîner des erreurs de comptabilisation et donc, il faut absolument que la chef comptable attende la réception de la facture pour comptabiliser les ventes. Recommandation, attendre la réception de la facture pour comptabiliser les ventes. Donc voilà la réponse à la 2e et 3e question. On a détecté les faiblesses, on a défini les risques et on a proposé les recommandations.
Donc, c'est simple. Chaque fois que vous allez relever la faiblesse, la recommandation, ça serait l'inverse. Ça serait faire ce qu'il fallait faire à la place, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.